Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour notre premier rendez-vous société de l'année 2018, un rendez-vous société que nous avons consacré au sport. Et voilà, je sais qu'on ne pourra pas traiter tous les sujets, tous les aspects qui tournent autour du sport. On nous a déjà demandé, non sans ironie, que certains avaient hâte que nous parlions du sport et que la façon dont il développe les mixités, comment il fait une large place aux femmes, comment il valorise l'inclusion sans reléguer les personnes en situation de handicap dans un à part, comment le sport promeut ceux qui ne gagnent pas toujours et lutte contre le racisme de ses supporters dans les stades. Donc vous le savez, notre format ne nous permet pas l'exhaustivité. On ne traitera donc pas toutes ces questions. Et si nous abordons la question de l'égalité femmes-hommes dans le sport, on ne fera pas non plus une histoire du sport féminin, pas plus que nous tenterons de comprendre ce que fut ce phénomène énorme des années 80 de l'émission télévisée Gym Tonic avec Véronique et Danvina où on parlait d'aérobic. On va en revanche aborder les activités physiques et sportives en ce qu'elles constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Donc je vais laisser la parole à Karine. Merci. Bonjour. Donc vous pouvez dès à présent voir deux interviews sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Unsa Éducation. Une interview exclusive d'Élise Bussaglia, qui est footballeuse professionnelle, actuellement au FC Barcelone, qui a été au championnat de France et qui a joué en Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Donc une interview très intéressante. Et également une interview du SNAPS, le Syndicat National des Activités Physiques et Sportives, que vous pouvez voir également sur notre chaîne sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Mais je crois qu'avant, on a autre chose. Oui, Karine, on a quelque chose, comme à chaque fois au début de notre rendez-vous, la revue en images de l'ensemble des articles du secteur société. Bonne lecture. Et c'est maintenant. Laïcité. L'antirépublicanisme utilisé pour exclure les enfants de la cantine. À compter du 1er janvier, les repas de substitution à la viande de porc ne seront plus servis au sein des cantines scolaires de la ville de Beaucaire car le maire FN les considère anti-républicains. L'UNSA Éducation le répète, l'école de la République est l'école de tous les élèves. Taxe foncière, le secrétariat général de l'enseignement catholique s'arrange avec l'administration fiscale. Depuis 2010, l'administration fiscale a engagé une révision des valeurs locatives cadastrales qui servent au calcul du montant de la taxe foncière. Cette révision poserait de nombreux problèmes aux établissements privés catholiques. Égalité femmes-hommes. Égalité femmes-hommes, un tour de France de l'égalité sur la bonne route. L'UNSA Éducation souscrit à toute concertation qui permette d'améliorer le quotidien et la qualité de vie au travail des agents publics et, dans ce cadre, des femmes en particulier. Elle salue l'initiative concrète lancée au mois d'octobre 2017 par le gouvernement d'un Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Égalité professionnelle, 1, 2, 3, partez. Ce mardi 23 janvier, le Conseil économique, social et environnemental a voté une résolution générale pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, une initiative que l'UNSA Éducation accueille favorablement. Dans les manuels d'enseignement moral et civique incombe. Le centre Humbertine Auclair, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, a dévoilé ce mardi 16 janvier les résultats de son étude « Quelle place pour l'égalité femmes-hommes dans les manuels d'enseignement moral et civique ?» Notre fédération revendique une véritable action dès le plus jeune âge pour combattre les stéréotypes de genre, car ils se mettent en place très tôt. Citoyenneté, solidarité. Amnesty International se mobilise pour les réfugiés en Libye. Amnesty International France a besoin de vous. Torture, détention, exploitation et viol sont des horreurs quotidiennes pour de nombreux réfugiés et migrants piégés en Libye. Mais l'aide de l'Union européenne à la Libye, au lieu de mettre fin à ces atteintes, piège ces personnes dans l'enfer. Cueillir ne doit pas devenir trier. Le 8 janvier 2018, le gouvernement a présenté un vade-mecum concernant le futur projet de loi Asile-Immigration. Lors de son discours le 5 septembre 2017 devant les préfets, le président de la République avait affirmé sa volonté d'une refondation complète de notre politique d'asile et d'immigration. Et maintenant on fait quoi? C'est le titre d'un dossier paru dans le quotidien régional Var Matin le 22 janvier 2018. Frontière franco-italienne, 16 morts. États généraux de la bioéthique, Tessaco. Les États généraux de la bioéthique se sont ouverts le 18 janvier. L'UNSA Éducation espère que les débats se feront en dehors de toute exagération. Elle luttera et dénoncera toute déclaration déplorable qui ne ferait qu'entretenir un climat et des préjugés homophobes et discriminatoires.
L'UNSA Éducation, nous sommes loin d'avoir le baromètre à zéro. Vous êtes déjà 23 000 à avoir répondu à notre requête pour la 6e édition. Donnez votre avis sur votre métier si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, 2 interviews. Le premier est celui de Christine Mézesson, sociologue, professeure au laboratoire du CRESCO, centre de recherche en sciences sociales, sport et corps, à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Bonjour Christine Mézesson. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur au laboratoire CRESCO, centre de recherche sciences sociales, sport et corps, de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Vous avez travaillé sur les modes de socialisation des femmes dans des sports dits masculins, football, boxe et haltérophilie. Ce travail a été publié en 2005 sous le titre « Être une femme dans le monde des hommes, socialisation sportive et construction du genre ». Pourquoi s'intéresser à la présence des femmes dans ces sports dits masculins ? Mon intérêt pour l'expérience des sportifs dans ces sports masculins tient d'abord à une curiosité de sociologue pour les situations atypiques, extraordinaires, qui nous en apprennent toujours beaucoup sur le fonctionnement du social. Par ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, les travaux universitaires étaient peu nombreux sur ce thème, après ceux de Catherine Louveau, et ils restent aujourd'hui relativement aussi marginaux dans le champ de la sociologie. La question de la place des femmes dans le monde sportif est une question qui a été largement délaissée par le féminisme. Pourtant, le monde sportif est un formidable observatoire pour qui veut travailler sur la construction du genre. Voilà, c'est un miroir grossissant du social parce que le corps joue un rôle central dans la construction du genre. Et qu'en observant le sport, on comprend mieux en fait comment la société fabrique le masculin et le féminin. Vers quels éléments de réflexion cela vous a-t-il donc amené ? Tout d'abord, le fait que le goût des femmes qui s'engagent dans ces sports atypiques d'un point de vue de leur appartenance de sexe renvoie en fait à des formes de socialisation, notamment familiales, qui sont particulières. Pour le dire autrement, elles ne sont pas forcément socialisées comme on socialise habituellement les petites filles. Ce que ces travaux m'ont également montré, c'est qu'en fait, ces femmes sont confrontées à une double contrainte extrêmement forte, extrêmement difficile à gérer. Elles doivent à la fois montrer qu'elles sont performantes, on les soupçonne toujours d'être beaucoup moins performantes que les hommes, mais elles doivent également montrer qu'elles restent des femmes, des vraies, qui ressemblent à des vraies femmes, au sens que l'on donne habituellement dans le sens commun à cette expression. De ce fait, en fait, ce que j'ai observé, c'est que ces pratiques sportives sont à la fois pour les femmes des lieux de reproduction des stéréotypes sexués, mais aussi des lieux de questionnement des normes. On a en fait un constat qui est relativement ambivalent, relativement paradoxal. Et enfin, un dernier point qu'il est important de noter, c'est que alors que ces femmes sont confrontées à de nombreuses discriminations, voire à des processus de stigmatisation assez forts, elles ne mettent jamais en œuvre de revendications collectives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement militant pour défendre la place des femmes dans le monde sportif, et cela s'explique par le fait qu'elles ont souvent intériorisé en fait le fonctionnement du monde sportif et notamment les hiérarchies entre les hommes et les femmes. En quoi les stéréotypes de genre influencent-ils donc la pratique de certains sports chez les filles et les garçons dès le plus jeune âge ? Alors cette question renvoie à une autre enquête, des enquêtes que j'ai menées plus récemment sur la socialisation sportive des filles et des garçons, où nous avons observé en fait 2 processus, l'un du côté de la famille et l'autre du côté des clubs sportifs. Alors du côté de la famille, on se rend compte que la majorité des parents choisissent pour leurs enfants des activités sportives qui correspondent à leur catégorie de sexe. C'est un choix qui est très majoritaire et qui renvoie à la socialisation différenciée des filles et des garçons, notamment en termes de rapport au corps. Par exemple, on incite beaucoup plus les petits garçons à faire des expériences motrices alors qu'on développe davantage les compétences langagières des filles. Ce fonctionnement familial va être renforcé par celui des clubs sportifs qui proposent souvent aux filles et aux garçons
des modes de socialisation qui ont plutôt tendance à renforcer les différences entre filles et garçons. Et on a observé notamment que les éducateurs jouent un rôle central dans ce processus de renforcement des différences parce que, pour la grande majorité d'entre eux, ils n'ont pas de connaissances spécifiques sur cette question-là. Mais il est important de préciser, pour conclure sur ce point, qu'il y a aussi du côté des familles des parents qui socialisent leurs enfants de manière plus égalitaire, alors plutôt dans les classes moyennes que l'on appelle à capital culturel, c'est-à-dire plutôt les familles d'enseignants par exemple, et que dans le contexte sportif aussi, on s'est rendu compte que les éducateurs qui étaient les plus efficaces en termes de questionnement des normes sexuées étaient des éducateurs qui avaient été formés sur la question du genre. Donc cela permet de bien saisir tous les enjeux qu'il y a autour de la formation des encadrants et de l'éducation des enfants. Merci Christine Ménesson et à très bientôt. Merci, au revoir. Alors après cette interview très intéressante, et je vois que vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints, je vous en félicite, continuez. Une deuxième interview très intéressante d'Edith Maruet-Jules. Edith Maruet-Jules est géographe, docteur, géographe du genre. Elle a été membre active de l'association Genre et Ville. Elle est directrice de l'AROB, l'atelier recherche observatoire égalité, dont les travaux portent sur l'égalité réelle et opérationnelle dans la cour d'école, les loisirs des jeunes et l'espace public. Elle a entre autres travaillé sur la redéfinition des espaces dans les cours de récréation, mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Bonjour Edith Maruet-Jules. Bonjour. Vous êtes docteur, géographe du genre, membre actif de l'association Genre et Ville. Vous êtes également directrice du bureau d'études l'AROB, atelier recherche observatoire égalité, et vous avez écrit sur la pratique sportive révélatrice des inégalités femmes-hommes en 2013. Vous avez accepté de répondre aux questions du secteur société UNSA Éducation, merci. Je vous en prie. Pourquoi tant de différences dans les pratiques sportives entre les filles et les garçons? Alors, plus que de différences, je parlerai d'inégalité. En réalité, les filles accèdent moins au monde sportif et aux loisirs sportifs, en particulier à cause de l'organisation de l'omnisport. Elles y ont moins accès à des choix de pratique parce que bien souvent, elles vont être confrontées à des disciplines qui n'existent pas dans la pratique féminine. Je vais prendre un exemple, par exemple le foot, mais ça peut être aussi d'autres sports où on n'a pas créé de section sportive féminine, donc c'est un sport qu'elles ne peuvent pas choisir. Et elles vont être reléguées bien souvent à ce qu'on appelle des sports de filles, qui vont être, on va les retrouver majoritairement en tant que jeunes filles, mais que femmes aussi, la gymnastique sportive, un peu dans la natation, ce qu'on appelle toutes les catégories de turling bâton, turling danse, qui étaient anciennement les majorettes. Et voilà à peu près les sports où elles vont pouvoir trouver un accès, j'allais dire, large et où elles vont pouvoir avoir une pratique. Voilà. Comment faire pour changer les mentalités et quelles actions peut-on mener dans les établissements scolaires ? Alors, pour changer les mentalités, c'est un travail sociétal, mais ce qu'il faut rétablir, c'est ce que j'appelle l'égale valeur, c'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple du sport, la question qu'on peut se poser, c'est la pratique sportive d'une jeune fille ou d'une femme a-t-elle la même valeur dans notre société que la pratique sportive d'un garçon ou d'un homme et force est de constater que non, d'abord parce que ce qu'on appelle les sports hégémoniques, qui sont le football, le rugby, etc., prennent une place très importante dans l'omnisport, à la fois en termes de terrain, mais de moyens dédiés. Et encore une fois, c'est ce choix de plutôt privilégier une pratique masculine qu'une pratique féminine, sous couvert qu'on ne puisse pas les mélanger dans la pratique. Ce qui est encore une autre histoire, que les filles et garçons ne puissent faire un sport ensemble, qui soit la mixité, qui soit d'ailleurs collectif, ou même c'est un état de fait qu'on retrouve aussi sur les sports individuels. Contrairement à ce qu'on pense, par exemple, moi, dans tous les travaux que j'ai menés, le tennis est un sport non mixte masculin, où il y a plus de 70% de garçons, et là aussi c'est dû à l'organisation du système compétitif, etc., où on va plutôt privilégier la compétition des garçons que celle des filles, donc moins de moyens dédiés, moins de déplacements, moins de compétitions organisées, ce qui fait que le club va plutôt
privilégier de faire rentrer des garçons. Hein. Donc comment changer les pratiques? Eh ben, c'est rétablir peut-être le jeu ensemble aussi, hein, réfléchir au mélange dans la pratique sportive, mais aussi dans la cour d'école. Hein, travailler avec les enfants eux-mêmes, les interroger sur leur capacité à partager un espace. Et partager, comme je dis souvent, c'est pas avoir chacun un gâteau, mais bien le même gâteau dans lequel on fait des parts, donc le même espace dans lequel on va négocier le jeu qu'on va faire, mais on va aussi renoncer ce jour-là à faire le jeu dont on avait envie. C'est un travail avec les enseignants, à la fois sur la question pédagogique, mais aussi sur comment on peut impulser du dialogue sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, qu'est-ce que ça représente pour eux, travailler aussi sur ce qu'on appelle la perméabilité entre le monde des garçons et le monde des filles, rappeler quand même qu'aux garçons et aux hommes aussi que ce qu'on attribue au féminin, hein, les jeux, le prendre soin, ce qu'on appelle la poupée, le care, etc. dans les études, c'est aussi un monde qui peut avoir des valeurs, qui porte aussi du sens, hein, dans la collaboration, dans la bienveillance, et qu'il n'est pas honteux pour un garçon de choisir de faire de la danse ou de choisir de jouer à la poupée ou à des jeux qu'on appelle des petits jeux de filles. Voilà, donc c'est tout un travail à la fois de médiation, j'allais dire, hein, de communication, mais aussi d'activisme, hein, où on change les règles. Merci Edith Marvejus et à bientôt. Oui, merci. Et bien voilà, notre rendez-vous société consacré au sport et à la place des femmes dans le sport se termine. Elle est déjà terminée ? Déjà, exactement. Mais si vous êtes déçus, vous pouvez revoir toutes les interviews sur notre chaîne YouTube. Donc YouTube Inside Éducation. Vous retrouvez ces rendez-vous très intéressantes. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'en parler plus, retrouver un film qui s'appelle Billy Elliot, qui parle aussi de la façon dont les garçons peuvent s'intéresser à certains sports dits féminins, là pour le coup. Donc voilà, et bien on se retrouve le 15 février, même heure. J'espère que le nouvel horaire vous convient et à bientôt. Oui, alors autre chose, donc évidemment n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, à podcaster même, sur Twitter, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube comme tu l'as dit. Et puis on a vu que vous étiez plusieurs là. Oui, c'est déjà fini Céline. N'hésitez pas, alors là on a un petit quiz pour vous. Donc vous restez bien là avec nous, là connectés sur votre page Facebook. On coupe 5 minutes et on vous retrouve pour un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi et peut-être pour apprendre des choses aussi, hein, peut-être bien. Allez, à bientôt. À bientôt. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.